Bienvenue à toutes et à tous. Notre prochain invité s'appelle Michel Perrin et il est là parce que quand je me suis dit qu'une des solutions pour aller vers l'entreprise du futur, c'était l'agilité de nos entreprises et aplanir les couches, j'ai cherché les exemples qu'on avait d'entreprises et ce que j'ai aimé dans l'entreprise de Michel et dans leur parcours, c'est qu'ils sont partis d'une entreprise qui était réelle, créée depuis plusieurs années, avec beaucoup de collaborateurs. Et c'est une PME. Ils ne sont pas partis d'une start-up, ils ne sont pas partis à deux dans un garage. Oui, peut-être il y a longtemps, mais au moment où ils ont transformé leur entreprise, ils étaient déjà à maturité. Voilà, Michel, bienvenue à toi et merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie. Voilà, c'est un plaisir d'être devant une salle pleine d'espace vide. Donc c'est aussi intéressant, c'est quelque chose de différent. On doit être agile, semble-t-il, on doit se réinventer chaque fois. Donc c'est un plaisir aussi derrière ces deux personnes tout à fait merveilleuses. Autant Fabrice que Nathalie nous ont orientés et puis nous ont donné de très beaux messages. Je vais essayer de continuer. Il est plus facile pour moi effectivement de passer après un banquier ou bien après un directeur de PVC que peut-être après Fabrice et Nathalie. Parce que je suis dans ce monde qui est encore très fortement cartésien et puis le métier que l'on produit l'est tout aussi. Donc en premier lieu, on va juste faire un décor, on va dire qui on est, juste rapidement, pour savoir quelle est la nature de notre activité et quelle en est sa culture. Et puis ensuite, on va se poser des questions sur le pourquoi créer le changement, comment on l'a fait, et puis après, qu'est-ce qui va encore se passer. Donc la première chose, Uditis n'est pas une PME qui sort d'un garage, effectivement. On sort d'un grand garage de la science qui s'appelle le CSEM à Neuchâtel. Et ça fait 20 ans qu'on a créé notre société. Donc on a déjà une certaine maturité. Nous sommes des jeunes adultes. 20 ans, c'est toute la splendeur de l'âge. Et puis on travaille dans le monde des systèmes d'information, donc du câble au clic, pour le banaliser un peu plus. Et que ce soit sur les parties infrastructurelle, donc la partie IT, ou que ce soit sur la partie du développement. Et on a constaté aussi que notre métier, qui est un métier très cerveau gauche, soyons très clairs, c'est un métier d'analyste, d'algorithme, avait besoin, pour pouvoir comprendre les besoins des clients, de faire fonctionner aussi cette partie du cerveau droit, voir ce qui se trouve en dehors du cerveau. Donc ça nous semblait intéressant de parcourir effectivement d'autres scopes que uniquement celui qui est professionnel. On a une 50aine de personnes, naturellement tous à la maison actuellement, comme Covid oblige. Ces 50 personnes ont une grande fidélité dans l'entreprise, la fidélité des collaborateurs inclut relativement facilement la fidélité aussi des clients, ce qui est assez intéressant d'en prendre conscience, puisque chaque collaborateur a non seulement des compétences, mais aussi des qualités personnelles, et ces qualités personnelles sont reconnues par l'ensemble de notre clientèle. Uditis, c'est aussi des acquisitions, donc j'insiste sur ce point tout simplement pour dire que vous pouvez avoir une culture, la culture change lorsque vous faites des acquisitions, et ça veut dire que vous changez la dynamique de l'entreprise, vous y revisitez son ADN, et sa culture évolue, et la culture est un système vivant, et il faut l'accepter aussi en tant que tel. Environ 300 clients, et un spectre d'âge important, là je dirais où je tends vers ceux qui sont plus hauts, et il y a beaucoup de jeunes, naturellement c'est un métier assez jeune et assez frais. J'insiste toujours sur ce point, on n'a pas besoin de trop insister ici pour une raison simple, c'est qu'on a déjà compris l'esprit de cette manifestation. Néanmoins, très fréquemment, on me dit « oui mais attends, la vie réelle, c'est pas toujours ça. La vie réelle, c'est l'économie, c'est le fric. Et on accepte d'être dans la vie réelle, on accepte d'être dans ce premier plan, puisque le plan B n'a pas encore été initié, même si nous sommes beaucoup à le chercher. Donc on accepte d'être dans la rigueur, on accepte d'être attaché à des propriétaires, on a un conseil d'administration, on a des associés, on a un cash flow, un bilan, un compte de pertes et profits. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas inintéressant que d'explorer d'autres facettes de la vie d'une entreprise et ne pas rester uniquement limité à ces tensions-là. Pourquoi lancer toute cette démarche ? La première chose, c'est qu'il faut déjà quand même constater qu'on a quelques sérieux problèmes climatiques
Donc, d'une façon générale et large, puisqu'on a quelques problèmes avec notre terre et notre nature, dont on s'est moyennement bien occupé. On a des problèmes sanitaires qui sont tout à fait évidents, raison de notre distance. On a des problèmes économiques aussi qui vont être inévitablement sous-jacents à cette carence sanitaire, et puis des problèmes sociaux qui vont en découler et qui n'en découlaient même avant Covid. Ne prenons pas Covid comme étant la seule excuse de difficulté de notre humanité. En parallèle à cela, on est à fond sur la numérisation. On numérise tout, on est dans la transformation digitale de quasi tous les processus. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire que déjà, il est nécessaire de pouvoir accompagner les collaborateurs qui vont changer de mission au sein des entreprises. Il faut imaginer ses conséquences organisationnelles et opérationnelles. Et je pense que là, nous avons un rôle en tant que leader dans les entreprises de pouvoir non seulement traiter la problématique de la numérisation, qui est le core business de notre société, mais d'être conscient des conséquences organisationnelles de cette numérisation. Je pense que l'ambiguïté, la complexité, l'incertitude, le monde VUCA dont on parle, ne fait qu'être renforcé ces derniers temps. Que l'on lise l'actualité du monde Covid ou qu'on prenne l'actualité du jour aux États-Unis, on constate une fois de plus ces ambiguïtés, complexités et incertitudes. De plus, on a été formaté toute notre vie dans le monde de l'efficacité. C'est un monde qui est en perpétuelle accélération sur l'automatisation, surtout nos régions. Hein. Moi, comme mon accent le dit, je viens de Neuchâtel, donc une région très fortement horlogère. L'horlogerie, c'est de la complication. C'est des processus bien établis. Il y a des mains très habiles pour pouvoir monter une montre. C'est des méthodes, c'est des règles, c'est des machines, c'est de la techno. C'est très mental et on en a besoin. Mais les robots, l'informatique va prendre une grande part de ces activités. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, mais c'est la fin d'un monde. Et c'est la fin d'un monde parce qu'on a été éduqué, élevé, formaté dans un monde certain, dans un monde où l'éducation, c'est le savoir-faire en premier lieu. Qu'est-ce qui reste de l'autre côté? Il reste ce monde de l'innovation qui n'est pas un monde restant, qui est un monde complétant. Le monde de l'efficacité, dans lequel on peut amener de la co-création, on peut passer de la complication à la complexité. Ce matin, on avait beaucoup de messages sur la nature et la forêt est complexe. La montre est compliquée. Mais comprendre bien la forêt, la nature, on n'en est qu'au début de cette compréhension. Donc, de la flexibilité, de l'agilité, de l'humain, des talents, c'est ce qu'on aura besoin. On doit apprendre à bien comprendre. On doit apprendre de temps en temps à désapprendre aussi. On doit apprendre à vivre les expériences. On doit apprendre à travailler dans l'incertain. Et on doit apprendre à comprendre ce qui est autour de nous, donc les aspects de la nature. On a eu aussi ce débat ce matin concernant l'intelligence artificielle. Soyons clairs, l'intelligence artificielle reste des outils naturellement programmés par des humains. Et toute bêtise qu'on lui demandera de faire, elle va le faire avec beaucoup de respect. Beaucoup plus respectueuse que nous l'avons l'habitude de faire des travaux algorithmiques mentaux, des précisions, de la rapidité de l'aide. Il faut juste qu'on fasse effectivement attention à ne pas artificialiser l'intelligence humaine. Donc, qu'est-ce qui reste de l'autre côté? C'est la vie, c'est les émotions, c'est les aspirations, c'est l'intuition, c'est l'âme, c'est les relations, et ces relations qui nous font souffrir actuellement parce que nous sommes obligés de faire ça en vase clos. Ça a été dit aussi dans les messages de ce matin, le collectif. Le collectif, c'est l'essence même de ce qu'il sera nécessaire de développer pour le futur. Parce que dans deux têtes, on a plus d'intelligence que dans une. Parce qu'on sait que se mettre ensemble, on arrivera à pouvoir sortir des choses qui seront plus importantes. C'est toujours rien à voir avec notre métier. C'est un hélicoptère view sur la vie de l'entreprise, mais la vie de notre vie. Et il n'y a pas une séparation galvanique entre notre vie privée, entre notre vie professionnelle et notre vie sociétale. Donc revenons à l'essence même, nous sommes des êtres humains. Donc être humain semble être l'élément le plus salutaire pour réussir à tenir à travers les incertitudes que le sanitaire ou la vie nous réserve. Donc ça veut dire que tout est relation. Et là aussi, ça a été dit ce matin, on est au-delà
d'un aspect purement physique, tout est en lien et tout est lié, nous devons travailler avec ces liaisons. Donc renforçons les liens entre les gens, je pense que là aussi, ça donnera quelque chose de plus fort au niveau de notre passage sur cette terre qui est quand même relativement court. Le chef, il a peur quand on voit arriver une entreprise qui parle d'environnements plus horizontaux, plus libérants, entreprise libérée. Et puis il se dit, ah, mais attends, mais moi je suis chef là, je vais faire quoi? De toute façon, son métier, il a changé. L'information, elle est partout. On ferme les portes, elle rentre par les fenêtres. Donc admettons que la posture de chef, qui savait ce que le collaborateur lui demandait, est aujourd'hui révolue. On a besoin d'un leader qui accompagne, on a besoin d'un leader qui énergise, on n'a pas besoin d'une personne qui sait tout ce que l'entreprise doit savoir, parce que ces personnes-là n'existent plus tout simplement, ou si elles existent, c'est qu'elles manquent un peu d'humilité. Et dernier constat qui me semble être important, jamais on a eu autant de désengagement dans les entreprises. Jamais on a eu autant d'épuisement, d'ennui, de manque de sens. Alors qu'on est dans un pays riche. On marche un peu sur la tête, on continue d'aller dans ce sens-là sans se poser vraiment les questions de quel est le rôle de l'entreprise à travers ce type de carence. Un peu de sagesse parce que je pense que le plateau me le permet. C'était le Dalai Lama qui pose cette phrase où je me permets de la lire, c'est que les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de l'argent pour trouver la santé. Penser anxieusement au futur, ils en oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'allaient jamais vécu. Je trouve cette phrase assez intéressante, elle nous permet de nous remettre un tout petit peu, de nous aligner sur notre rôle dans cette société. Et une autre phrase d'une personne que je trouve aussi très intéressante, elle a été citée déjà ce matin, sauf erreur par Fabrice, Albert Einstein, la folie c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat qui est différent. Donc ça veut dire qu'il faut passer simplement à l'action dans ce qu'on est capable d'engendrer comme type d'action dans l'entreprise. Ça c'est le constat que je fais, mais que l'on fait avec mes associés, parce que naturellement, en étant plusieurs, on fait des constats mixtes et on peut les poser en tant que tels pour se dire comment on va travailler dans le futur. Donc la première chose, on a fixé quelques focus, parce que partir dans tous les sens, c'est quelque chose de compliqué. En même temps, quand même, et il est vrai, nous avons cette tension vitale à une entreprise, c'est quand même le 25 du mois payer des salaires. Donc on prend cette responsabilité, mais on ne prend pas cette décision d'amener une tension par rapport à cela. Parce que on doit le prendre dans l'autre sens et j'y reviendrai. Donc c'est quoi l'agilité? La première chose, il faut juste être au clair sur l'aspect du mot pour qu'on le porte dans l'entreprise avec une certaine cohérence. On est dans de l'agilité organisationnelle, pas opérationnelle. L'agilité opérationnelle, beaucoup de sociétés le font très bien. Mayer et Coca le fait très bien sur l'aspect organisationnel. L'agilité organisationnelle, c'est de se dire comment pouvons-nous se mouvoir dans cet environnement qui est dit turbulent en faisant du mouvement pertinent. Donc agilité n'est pas agitation. Donc individuel et collectif, parce qu'il faut bouger soi-même, il ne faut pas toujours attendre sur le collectif, et puis il faut que le collectif bouge. Donc c'est un peu schizophrène comme type de démarche, mais il y a une chose qui est super importante à se rendre compte, c'est que quand on n'est pas dans l'action et qu'on n'amène pas d'énergie, la phrase de Clapiche qui dit « ce qui m'émeut me meut » est assez intéressante parce qu'elle permet de voir quand on se n'est arrêté, c'est souvent parce qu'on a reçu des émotions négatives, parce qu'on nous contrôle, parce qu'on veut du rendement, parce qu'on veut des résultats, parce qu'on est bourré de KPI à devoir répondre rapidement. Et souvent, ces émotions négatives nous arrêtent. Donc les émotions positives nous boostent. Et c'est là-dessus aussi qu'il est nécessaire de se positionner pour le futur des entreprises. Il faut valoriser l'action. Alors, de nouveau, on en discutait tout à l'heure vis-à-vis du recrutement. Le recrutement, dans une entreprise, ça se passe comment? On prend du savoir-faire, parce qu'un CV, c'est du savoir-faire. On analyse un CV, on regarde s'il est bien torché alors que la personne ne l'a certainement pas fait par elle-même, on imagine quelques connaissances,
On ose déjà un peu affronter une perception du savoir-être, mais sans en être très sûr, parce que tout qu'on le fait, comme on va en recevoir beaucoup, on va en éliminer beaucoup. Et moi je dis souvent à mes collègues, mais quand vous avez fait une sélection du savoir-faire, prenez-en un au hasard des restants, parce qu'il ne sera pas au hasard. Et ce n'est pas inintéressant de le poser en tant que tel. Puis ensuite on va rencontrer les gens. Puis quand on va rencontrer les gens, il va se passer quelque chose d'émotionnel. Et c'est là qu'on va savoir si on va faire un bout de chemin ensemble. On ne sait toujours pas si cette personne sera dans l'action, puisque l'entreprise ne peut que performer par l'énergie qui est donnée des collaborateurs, donc par l'action. On peut avoir les meilleurs papiers du monde, être une personne très agréable, mais d'être arrêté dans l'entreprise. Et comment énergiser dans l'entreprise. Et puis, on dit bien que l'action sans intention ne mènera jamais à destination. Donc, il faut de l'intention, il faut comprendre à quoi on sert. Puis, derrière, ça nous donne en général l'énergie pour avancer. Comment transformer une entreprise dite hiérarchique en une entreprise plus horizontale? Ce n'est pas mettre les chefs au rencard. Ils ont un rôle, ils ont des rôles à jouer et ils sont importants. Mais pour donner la possibilité aux personnes le plus près du terrain de pouvoir interagir, il est nécessaire de leur donner de la matière, de l'information. Il faut communiquer avec les collaborateurs. Il est important de connaître les enjeux pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et pour ça, il faut de la translucidité. Ça ne veut pas dire la transparence totale. Il faut donner ce qu'on est capable de transmettre. Il faut donner ce qu'on est capable, ce que le récepteur est capable de comprendre et d'appréhender. Donc ne lancez pas vos bilans à la tête des personnes qui n'ont pas jamais lu un bilan. Expliquez-le s'ils le veulent, s'ils ont de l'intérêt. Donc il faut donner avec la capacité, l'appréhension de la capacité de digestion de la personne qui est en face de nous. Mais ça veut bien dire aussi, il faut la porte ouverte. Ça veut dire que celui qui se questionne et qui vient avec la question, mais donnez-y, il s'intéresse puisqu'il questionne. Donc toute la difficulté de la communication, c'est de savoir ne pas submerger les personnes de communication. On n'a jamais été doté d'autant d'outils de communication et de communication. On n'a jamais été si pauvre dans l'expression de ce qu'attend l'autre. Et je crois que c'est un point qui est hyper important. Deuxième point de recommunication, c'est qu'il faut travailler en collaboration. Donc il faut faire des coopérations. Il faut travailler peut-être aussi sur la sérendipité. Je rappelle quand même que cette idée-là, c'est d'oser débattre de n'importe quoi, et puis même d'un sujet, puis tomber sur un autre sujet qui nous semble être d'intérêt dans une entreprise qui doit être innovante. Ne cassons pas ce type de démarche dans l'entreprise. Elle nous permettra d'aller à demain et d'être plus fort demain. Un point très fort en Suisse, puisqu'il amène grand débat actuellement entre la gouvernance fédérale et puis celle des cantons, le principe de subsidiarité, pouvoir et autorité. Oser laisser ceux qui sont le plus près du faire décider. Parce que qui fait, c'est. Et point qui est à l'ordre du jour sur cette période de Covid, c'est l'univers du travail. Naturellement que avoir appréhendé depuis plusieurs années un climat de confiance dans l'entreprise ne crée pas une disruption de confiance lorsqu'on doit travailler à la maison. Mais si on attend le Covid pour mettre les bases de confiance dans le cadre de l'entreprise, on se réjouit que les collaborateurs reviennent au bureau. Donc la confiance, le condition cadre de la confiance, c'est quelque chose qui se traite à long terme, bien en avant, pour que les collaborateurs qui sont dans leur mission, chez le client, à la maison, dans le train, ici, dans une salle, puissent le faire en certaine indépendance et en connaissance de cause et en confiance. Donc, chaque fois se reposer la question, pour qui je travaille? Pour le client? Parce que c'est lui qui finit par nous payer. Nous sommes simplement de mauvais distributeurs, le management en général. C'est un peu la critique qui nous est faite d'une façon assez permanente. Ensuite, si le client il est content, il faut travailler pour elle. Elle, c'est intéressant de parler une fois de la personne morale. On parle de la boîte, mais la personne morale. Ça veut dire qu'une entreprise, dans sa définition juridique, a été définie comme étant une personne morale. Et de temps en temps, mettre une chaise
dans une salle pour la personne morale et poser la question sur ce que l'on fait, si ça a du sens, ça pourrait être intéressant. L'équipe et soi. Et prenons l'ensemble de cette démarche-là et on arrive à pouvoir produire un travail, satisfaire, je dirais, les enjeux du collectif si on a ce type d'attitude envers l'univers du travail. Alors ça, c'était le postulat de départ. Et comment le faire ? Parce que c'est bien beau, là, on a un peu planté le décor, donc on se pose des questions helicopter view sur la vie, on ne peut pas tout changer, donc, mais on peut influencer quelque chose dans un écosystème quand même qui est conséquent. Et comment l'appréhender et comment le lancer ? Alors, naturellement, basé sur un historique de technologie, la technologie arrive à toute vitesse, on déballe les cartons, on a déjà les nouveaux qui arrivent, donc on aurait tendance à confondre agilité et agitation, donc d'aller vite. Point essentiel, c'est un long chemin, il est lent, il est tortueux, l'urgence finit aux urgences et actuellement il n'y a plus de place, donc ne vous posez pas cette question. Donc, bilan après 4 ans. Qu'avons-nous fait il y a 4 ans bientôt? C'était fin 2016. Nous avons informé les collaborateurs comme quoi nous allions partir dans une entreprise libérée. Il n'y aurait plus de règlement, il n'y aurait plus de chef. Pourquoi l'avions-nous fait? On avait appréhendé ce travail avec un de mes associés qui était en train de faire un EMBA et puis qui avait eu un cours qui lui a semblé un peu plus intéressant que les autres sur les nouveaux modèles managériaux. Et il m'a inscrit à des séminaires avec lui, il m'a acheté des bouquins, il était très généreux avec moi. Et on a fait un bon chemin ensemble, on était assez convaincus qu'il y avait des pistes à entrevoir, mais voyons bien, hein, il y a 4 ans, on n'était pas du tout dans le même écosystème qu'on a actuellement. Et donc il a fallu travailler un tout petit peu sur ce sujet. Puis nous, on s'était bien alimentés pendant presque une année en mode off. Puis on est arrivé comme des gros, puis on a lancé ça au milieu de la table, on en avait discuté avec quelques personnes au café, mais ceux qui n'avaient pas pu prendre le café avec nous, ils se sont dit qu'on avait fumé un truc un peu bizarre et puis que ça allait nous passer avec le temps. En réalité, ça a été très salutaire de le faire de cette façon-là. Alors c'est toujours facile de dire ce qui est bien après l'avoir fait. Nous avons créé le chaos. En créant le chaos dans une entreprise, pour autant qu'elle ait l'aptitude à continuer de faire son métier, et ça je dirais que c'est la raison pour laquelle je pose sur les premiers slides le fait qu'on a des collaborateurs qui ont à peu près 12 ans de moyenne de fidélité avec nous, les collègues, ils ont continué de faire leur job. Et ils le faisaient déjà avec une certaine autonomie, on n'était pas en train de faire une révolution. Puis ils se sont dit, il y a des choses qui vont se passer, et puis on continue de faire le job. Donc le job s'est bien fait, mais il s'est avéré que le collectif a commencé de solliciter des règles du jeu. Et c'est super intéressant. Parce que, soyons clairs, le règlement interne de Editis de 32 pages avait été fait le 1er mai 2000 par un cut and paste du règlement du CSEM dont on sortait, on a changé le logo. Il y a des gens qui avaient réfléchi, il n'y avait pas de raison de se poser des questions, il y avait déjà pas mal de questions à se poser sur le marché. Et quand on a libéré ce règlement en disant il n'y a plus de règlement, on a constaté, et puis on a été les mêmes à faire ce constat, qu'on a besoin de règles de jeu pour faire un jeu. Un minimum de 7 de règles. Donc on a refait un règlement interne qui, au lieu de devenir règlement, est devenu une aide à accompagner le collectif à faire quelque chose de cohérent ensemble. Donc on a fait de notre jeu de société les règles de base dans lesquelles on peut faire beaucoup de choses complémentaires et on peut vraiment performer autour de ces règles de base. Je prends l'exemple tout simple, qui est là, purement métaphorique. Quand vous allez faire un match de tennis, ne vous posez pas la question, lorsque la première balle arrive sur la ligne, de savoir si la ligne elle est à l'intérieur du terrain ou à l'extérieur. C'est mieux de le savoir avant. Donc les règles du jeu, quand elles sont posées, vous pouvez vous déployer après et faire d'avoir énormément de liberté. Ensuite, et ce slide, je l'aime bien parce que au début, on a été un peu considérés comme jusqu'au boutiste, un petit peu des rêveurs. Qu'est-ce que tu viens avec ton entreprise libérante ou libérée, alors que moi, tout compte fait, mon modèle, il fonctionne bien et je gagne beaucoup d'argent depuis longtemps. Donc, oui. On vient simplement pour se poser les bases pour que le futur, on puisse l'accompagner correctement. Nous sommes très contents d'avoir mené ces chantiers au préalable de l'arrivée du Covid. Le confinement a été d'une simplicité dramatique pour nous. Donc,
Et j'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'ils se réjouissaient de revoir les collaborateurs au bureau. Puis je leur posais la question, mais pourquoi? Tu fais quoi? Tu passes ton temps derrière les collaborateurs pour contrôler ce qu'ils font? Ah non, 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 mais je ne sais pas s'ils travaillent à la maison. Mais bien sûr qu'ils travaillent à la maison. Ils travaillent peut-être même un peu trop à la maison. Donc il faut plutôt mettre des rituels en place. Donc on a eu un peu toutes les remarques, puis c'était des remarques qui étaient souvent aussi assez constructives, entre ces deux mondes, ces approches qui sont d'ordre incrémental et puis des approches radicales. Donc on s'est basé, on a lu beaucoup de littérature, elles sont souvent radicales les littératures. Puis ensuite il est nécessaire de voir entre l'autogouvernance et la hiérarchie, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a trouvé, tout qu'on le fait, un système qui est un halo qui se trouve là autour et puis qui est en mouvement permanent. Le problème, c'est moi. Donc ça, c'est facile. Donc c'est évident que le problème, c'est le boss dans un premier temps. Donc il faut changer un peu sa posture. Pour changer sa posture, il faut devenir un accompagnant. Donc moi, j'ai fait un petit travail sur moi-même. J'ai fait coach professionnel. Ça m'a permis d'apprendre 2-3 trucs. Et puis ça m'a permis surtout de changer ma posture. Parce que je suis convaincu que le pouvoir de partager est beaucoup plus fort que l'autorité. Définir le sens au niveau de l'entreprise, c'est essentiel. Donc je le passe relativement rapidement, mais travailler sur le sens dans la boîte, et on en a entendu parler ce matin plusieurs fois, il faut le faire avec sérieux et il faut le défendre quotidiennement. Et ensuite, il faut créer des valeurs dans l'entreprise. Donc ici, il y a juste trois petits clips, 3 petites vidéos. Donc le progrès par le partage, qui est un point qui est important, et la réussite par l'esprit d'équipe. Donc ces valeurs, qu'est-ce qu'on avait fait au début? C'est qu'on les avait créées au niveau de la direction. Puis on avait créé nos valeurs. Puis on les avait affichées, puis on était les seuls à les lire. Et on a constaté qu'effectivement, en embarquant le collectif pour créer les valeurs, non seulement c'est le collectif qui les vit, mais c'est aussi le collectif qui challenge les collaborateurs qui ne respectent pas ces valeurs. Le sens et les valeurs, c'est mon job de le défendre et d'être garant. C'est mon nouveau job. Je fais de moins en moins de technique, je suis à l'écoute de la technique, mais mon job, c'est de créer le sens, c'est de défendre le sens de l'entreprise et de m'assurer que le collectif respecte les valeurs. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour cette partie-là? Il y a un beau petit message au milieu qui n'est pas utile. Donc, inspirer, s'engager, réguler, accompagner, faciliter, rassembler, être exemplaire, guider, énergiser le système. C'est tous des mots qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans les cours de management, alors que c'est les fondamentaux qu'il est nécessaire de tirer dans l'entreprise. Ensuite, il faut être humain. Je ne suis pas tellement vendeur du bonheur. J'ai l'impression que le bonheur est un peu plus complexe à traiter. Alors, quand je dis être humain, c'est se garantir comme quoi on est dans le bien-être dans l'entreprise. Pour ça, il faut grandir dans l'entreprise. Alors, il y en a des qui aiment grandir en gagnant du fric, il y en a des qui aiment grandir en gagnant de la hiérarchie, il y en a des qui aiment grandir en gagnant de la connaissance. Il faut contribuer. Ne mettez jamais quelqu'un sur une voie de garage, vous êtes en train de le tuer. Si un collaborateur ne fonctionne plus dans l'entreprise, vous avez avantage avec lui à imaginer un futur ailleurs que de le garder au sein de l'entreprise. Et puis, il faut être en relation. Alors, c'est un peu la souffrance que l'on a actuellement. Des collaborateurs et des clients satisfaits, c'est des bons résultats. Mais on fait le contraire. On dit on atteindra ces résultats. Pour ça, il faut qu'on ait des clients satisfaits. Puis si toi, tu es content, tant mieux pour toi. En réalité, mettez toute l'énergie sur le fait que le client soit content, que le collaborateur soit satisfait. Et si vous n'êtes pas des brêles au niveau commercial, le résultat opérationnel devrait être satisfaisant. T'es-qui-toi? C'est important, quand on est dans un groupe et un collectif, de se connaître. Donc il faut accepter de se mettre un peu à poil. Et c'est pas inintéressant parce qu'on apprend beaucoup de l'autre. Et quand on apprend de l'autre, on apprend quoi? La complémentarité. Donc la singularité des gens. Alors naturellement que c'est plus complexe à diriger une entreprise avec des petits ronds imparfaits, des petites aspérités de notre vie, que des petits carrés parfaits où c'est facile à les poser les uns à côté des autres. Mais c'est bien plus riche. La personnalité des gens est si importante.
Je passe assez rapidement sur ces parties-là. Donc, de ce qui est hyper important et ce qu'on a considéré pour nous essentiel, c'est de savoir quand on décide qu'est-ce qu'on donne comme liberté à qui en fonction du sujet. Donc, vous pouvez être dans l'autoritarisme, hein, c'est tout à gauche annoncé. Vous pouvez être dans le fait de déléguer totalement. Et puis, on a la chance de pouvoir faire 2-3 trucs qui donnent des plus avec une Suisse très forte dans le monde de l'accord, qui est le fameux consensus, hein. De temps en temps, le consensus, on devrait le voir comme win-win. Il faut faire attention que le compromis, des fois, c'est lose-lose, et puis je te choperai après. Donc, on doit toujours laisser ce consensus comme étant quelque chose de fort. Et puis après, accepter, de moment donné, d'être conseillé, mais que la décision se prenne par d'autres, ou bien de recevoir uniquement l'information. Ça, c'est les cartes de Jürgen Appelo. Je vous conseille de les lire. Elles sont très, très intéressantes. Quand vous donnez une mission à quelqu'un, c'est intéressant d'y donner aussi l'attente de cette mission, si vous êtes là en mode consultation ou si vous êtes en mode délégué, c'est 2 choses qui sont totalement différentes et en général les propositions varient aussi en fonction d'eux. Quand on a lancé l'opération, nous on est allé à l'extrême, donc on est allé à la délégation complète. Après, on est revenu par des littératures, par des décisions, par des propositions des collaborateurs et on a beaucoup avancé sur ce sujet. On a défini des rôles, donc les rôles ne sont pas des fonctions dans l'entreprise, les rôles sont variables et permettent à l'entreprise de garantir comme quoi il y a le minimum de trous dans la raquette. Et puis ces rôles peuvent être pris par différents collaborateurs en fonction de leur intensité, de leur énergie, de leur envie et de leurs compétences du moment. Il est nécessaire de garder le bon sens. Je vous en ai parlé au préalable, je ne reviens pas. Donc, règlement de travail à la diète. Une petite piste aussi sur les notes de frais. Les notes de frais, c'était des règlements de 3-4 pages. On les réduit à quasi rien, puisqu'on se pose la question si j'ai dépensé plus d'argent que si je me rendais sur mon lieu de travail. Et puis, on pose une deuxième question. Est-ce que je suis en train de m'octroyer une augmentation de salaire ou bien un remboursement? On les laisse libre de visite de tout le monde, y compris les miennes. Il n'y a pas grand monde qui vont les voir, mais je peux vous assurer qu'on ne dépense pas beaucoup en notes de frais parce qu'il y a un système de confiance. Essentiel aussi, la reconnaissance. On a mis un gros chantier depuis l'année passée sur la reconnaissance parce qu'on constatait effectivement que les évaluations étaient mal faites, mon évolution est difficile dans une entreprise très horizontale, comment le poser, et puis ma rémunération, pourquoi c'est 4 associés qui la décident. Donc il y a un gros chantier qui a été créé. On a demandé à l'ensemble du collectif de nommer chacun 3 personnes pour travailler sur ce sujet qui s'appelle le groupe U-Reconnaissance. Nous avons retenu qu'un associé dans ce groupe, et il y a 5 personnes qui se sont réunies dans ce groupe pour définir des pistes que nous sommes en train de tester en live, puisque les évaluations sont en train de se réaliser, et puis des pistes très, très, très novatrices, relativement disruptives pour des entreprises comme les nôtres, puisque je choisis 2 personnes qui vont participer à mon évaluation. On travaille sur les forces, pas sur les faiblesses, parce que les faiblesses sont souvent comblées par les forces des autres. Et puis si on veut énergiser vraiment l'entreprise, c'est plutôt en travaillant sur les forces individuelles qu'on arrive à des choses extraordinaires. Étonnant, mais je le mets quand même, parce qu'on me pose souvent la question, ouais, mais ça veut dire que vous gagnez plus de fric ou moins de fric? Eh bien, en réalité, on gagne plus de fric. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce n'est pas à cause de l'organisation, j'insiste. Nous sommes dans un marché qui est plus profitable. Nous avons fait des acquisitions de sociétés qui étaient plus profitables. Et nous avons un meilleur rendement. Et nous avons des gens qui ont l'air heureux, qui fatiguent aussi. Et vous verrez que, dans un des points, c'est un élément qui me semble être important. Puis, donc, c'est le dernier slide. Comment on peut voir la suite? Il faut imaginer l'entreprise élargie. Nous, on est une petite boîte, on est 50, mais on bosse à 150 personnes. Parce qu'on bosse avec des sous-traitants, on bosse avec des partenaires. Donc, il faut avoir les mêmes attitudes avec eux. On est des acteurs d'un système, et puis on essaye de fonctionner au mieux avec eux. On a des règles qui sont différentes, mais ce n'est pas un problème. S'engager, s'enflammer, c'est très proche. Faisons très attention. Les entreprises qui donnent beaucoup de liberté, c'est des machines à burn-out. Et vous ne les voyez pas arriver. Et ce n'est pas parce que vous leur mettez de la pression que vous leur mettez moins de pression qu'un collaborateur n'est pas susceptible de s'en mettre. On veut travailler sur la durabilité, c'est un peu plus compliqué pour des métiers qui viennent des systèmes d'information dont on sait que les serveurs sont grands consommateurs. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, on consomme un peu du serveur, mais on consomme moins de café, en tout cas nous. Et puis on veut permettre à l'ensemble des collaborateurs d'avoir du plaisir.
c'est de nouveau pas le marchand de bonheur, mais c'est d'avoir du plaisir, parce que avoir du plaisir dans l'entreprise et puis se lever avec ce plaisir, c'est vraiment quelque chose qui contribue à une certaine joie. Je termine parce que je pense qu'on est en plein en train de se poser ces questions-là, sur cette citation d'Albert Einstein qui dit que le mental intuitif, c'est un don sacré, le mental rationnel, c'est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui en oublie le don, et nous sommes ici pour se rappeler de cela. Je vous remercie beaucoup. Superbe conclusion. Merci beaucoup, Michel. Alors, bon, tu avais des associés, enfin tu les as toujours. Ah, je les ai toujours, voilà. Heureusement. Et du coup, enfin, en 2016, oui. Quand vous avez jeté les règlements, comment ça s'est passé, tu vois, cette notion de perte d'autorité ou de pouvoir entre vous, enfin, si tu oses en parler. Oui, tout à fait, alors j'ose tout à fait en parler, parce que nous étions alignés. Donc ça n'a pas été une imposition de ma personne, c'est que nous avions déjà, je pense que nous fonctionnions déjà de cette façon-là, qui était une façon qui n'était pas très directive, qui était une façon à l'écoute, qui laissait beaucoup d'espace et de liberté aux collaborateurs, qui est souvent en mission chez le client. Donc ça s'est très très bien passé, nous avions l'intention collective de mener ce type d'opération. Maintenant, l'intention collective avec notre vision individuelle, et puis avec nos forces et nos faiblesses. Il faut quand même juste voir que mon équipe d'associés, moi-même, on vient d'un monde cérébral, hein, cerveau gauche, du mental, hein, 0-1. L'informatique, c'est 0-1. Hein. C'est oui-non. Puis on n'est pas en train de dire qu'il faut révolutionner cela. Non. Parce qu'à la fin, quand vous voulez faire la sécurité informatique d'une société, vous ne pouvez pas commencer de bricoler et puis dire qu'on va faire de l'agilité sur le résultat binaire. Non, on doit faire du binaire. Donc oui, c'est un travail quotidien, on se fait accompagner. On prend du temps, on lit des bouquins et puis on se donne le temps. Oui. On se donne le temps de nos capacités de changement. Et c'est lent. Le temps. On y revient de nouveau. Et tu parlais de cette notion de confiance. Tu as fait un parallèle, tu vois, par rapport tu as donné un exemple par rapport au Covid, toutes ces entreprises qui ont dû... leurs collaborateurs qui télétravaillaient peut-être pour la première fois, et cette connaissance que tu avais qui a stressé, en fait, qui avait l'impression de devoir être derrière ses collaborateurs à contrôler, surveiller pour être sûr qu'effectivement ils bossaient et qu'en réalité, il semblerait-il qu'on travaille plus quand on est moins contrôlé. Est-ce que, comment vous avez établi cette confiance? Ça s'est fait naturellement parce que ça fait 10-12 ans que tes collaborateurs sont là, ou comment vous avez travaillé cette confiance? Moi j'ai une perception sur le fait que pour donner confiance aux gens, il faut accepter d'être imparfait. Parce que c'est la quête de la perfection qui nous amène cette méfiance quotidienne. Donc soyez vous-même ce que vous êtes. Acceptez votre imperfection. Et si moi, en tant que dirigeant de la société, j'admets mes carences, je les pose et je me réjouis de la complémentarité de mon collègue dont c'est la force, on a déjà créé quelque chose de très très important. C'est qu'on a déjà lancé le collectif. Donc personne n'a envie d'être seul. Même un informaticien, mode geek comme on le voit dans les caricatures, il aime être avec les autres. Je donne juste un petit exemple. Le 14 mars, nous avons décidé de fermer l'entreprise et que tout le monde travaille à la maison. Une communication a été faite. Le lendemain, jamais eu autant de monde dans le bureau. Et puis mon collègue, ils n'ont pas lu le message. Et puis il me dit, va discuter avec eux. Puis en discutant avec eux, il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on se serre les coudes. Donc c'était avec de la bienveillance qu'ils étaient venus. Donc après, on a juste expliqué le deal, que c'était plutôt une question de sanitaire qu'on voulait se séparer. Mais combien de fois on s'est crié, on se faisait des apéros tous les vendredis soirs, à la même heure qu'on se faisait des apéros physiques d'habitude, alors qu'on pouvait le faire à des autres heures, parce que comme on était tous à la maison, on pouvait le faire n'importe où. Mais on a gardé des rituels. On s'est mis des rituels en place. Et on était là pour échanger, pour parler plutôt de notre situation de santé, de notre situation de vie, plus que du problème quotidien. Parce que le problème quotidien, il n'y a personne, il n'y a pas un collaborateur qui vient travailler dans une entreprise avec une orientation toxique. Il n'y a personne qui vient pour faire de la malveillance dans une entreprise. Il y a des gens qui se font transformer et qui deviennent malveillants parce qu'ils se sont fait chahuter et ils se sont fait embêter. Il y a tout le monde qui vient pour faire le mieux de ce qu'il peut,
avec ses imperfections. Et je crois que pour donner un climat de confiance dans l'entreprise, il est nécessaire d'accepter l'imperfection. Et c'est un monde beaucoup plus tranquille qu'on peut mettre en place si on accepte l'imperfection. Rien à rajouter. Frédéric, est-ce que tu as des questions dans Polève ? Merci Michel. Alors beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations par rapport à ces initiatives. Deux types de questions. La première, c'est vous parlez de sens et de valeur, mais concrètement, comment on fait pour amener les collaborateurs à embrasser ça de manière très concrète. Puis ensuite, une question un peu plus opérationnelle, là pour le coup, qui est liée sur les principes de motivation, notamment de rémunération. Est-ce que vous avez aussi évolué par rapport à ça, et notamment par rapport à l'intégration éventuelle de la satisfaction client ? S'il vous plaît. Oui, alors nous aimerions bien poser la question à l'ensemble de nos clients pour savoir le niveau de satisfaction individuelle. Prenons déjà un point qui est essentiel. Nous vivons encore un monde de la rémunération individuelle. Et nous avons une histoire. Nous avons 20 ans d'histoire. Nous avons eu des personnes qui ont eu des chefs différents, plus généreux, moins généreux. Nous avons engagé des collaborateurs à des moments où c'était plus rare. Nous avons repris des sociétés et repris les collaborateurs aux conditions qu'ils étaient. Donc on est dans une complexité, typiquement sur l'aspect de la rémunération, qui nous amène une complexité de transparence. Nous sommes équitables, nous travaillons sur l'équité, nous travaillons sur des règles que nous avons fixées, mais c'est complexe. Nous avons fait un changement très disruptif cette année, c'est que nous avons dit que ce n'était plus des associés qui allaient décider des rémunérations, mais c'était le collaborateur qui allait être responsable de son évaluation. Donc le collaborateur décide de 3 forces, il invite 2 personnes qui lui sont chères, peut-être près, peut-être lointaines, avec qui il a des soucis ou avec qui ça va bien. What else ? De toute façon, il va le faire, et il va inviter des personnes qui vont de toute façon le challenger et travailler avec, et ils vont faire une évaluation. Cette évaluation d'1 heure, ils vont travailler sur leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir-agir. Et le résultat de ceci, ils vont placer sur une gaussienne, savoir s'ils sont au milieu de la gaussienne, s'ils sont plutôt où ils peuvent faire des progrès, plutôt en amont, ou plutôt vraiment brillants. Et ça, c'est ce petit groupe qui décide, qui n'a absolument aucun lien hiérarchique. Ils le remettent à un groupe qui s'appelle UEVAL. Ce groupe est tiré au sort. Il y a un associé, il y a un mentor, il y a un expert, il y a 2 collaborateurs, qu'on appelle spécialistes. Tiré au sort, tu n'as pas le droit de refuser. Et c'est eux qui reçoivent l'ensemble des résultats d'évaluation. Et l'ensemble des résultats d'évaluation va être transmis ensuite aux ressources humaines qui vont fixer les nouvelles rémunérations. Les associés n'ont plus rien à dire à cela. Et je fais partie du même processus. Je fais mon évaluation lundi prochain avec 2 collaborateurs. Et je me réjouis de voir le résultat. Wow, je t'appellerai pour savoir comment c'était. C'est la première fois ? C'est la première fois, naturellement. C'est un truc en chantier. Ça va être totalement imparfait. Mais le travail fourni par ce groupe U-Reconnaissance est de très bonne qualité. C'est des collaborateurs qui l'ont posé. Donc, si c'est des collaborateurs qui disent comment il faut faire, faites avec eux. Wow. La vérité, elle est là. C'est comme les valeurs. Pour que les valeurs se vivent, il faut qu'elles aient été co-construites par les collaborateurs. Et quand on reçoit un nouveau candidat, on y dit direct, si ces valeurs ne te conviennent pas, ne viens pas avec nous, parce que là tu vas souffrir. Mais si ces valeurs te conviennent, ça te donne un espace de liberté monumental pour pouvoir rayonner sur tes compétences. Donc il faut bien voir, il faut mettre simplement le schéma à l'envers et se dire que le terrain de jeu, il est fixé par le collectif. Et c'est beaucoup plus fort, un règlement interne qui a été fixé par le collectif. Je peux vous assurer que c'est le collectif qui le challenge. Et quand il y a quelqu'un qui outrepasse les règles qui ont été fixées par le collectif, il n'y a pas besoin qu'il y ait Michel Perrin qui vienne le dire. Ils arrivent très bien à s'auto-corriger. Merci. Beaucoup, Michel. Vraiment. Un plaisir. Je crois qu'on pourrait continuer pendant des heures, parce que, moi, j'adore parler avec toi, tu sais. Et merci beaucoup d'avoir été là, de t'être déplacé, d'avoir respecté les distances, les normes sanitaires, et puis de nous avoir soutenus tout le long et de t'être adapté. Voilà. Bref, merci pour ton partage, ton savoir. Merci beaucoup. Bon retour, bonne suite.